Donc alors, comme je vous le disais, moi je vais vous présenter la crise écologique du point de vue du déclin de la biodiversité. Parce que la crise écologique, c'est une crise qui est systémique, c'est-à-dire qu'elle touche différents aspects de la vie. Donc ça concerne par exemple l'économie, le climat, la société, enfin tout un tas de sphères différentes. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur la biodiversité et vous essayer de vous expliquer pourquoi elle est en crise et comment elle décline. Alors, moi, ma partie, je vais la diviser en deux. Donc, d'abord, vous parlez de la biodiversité, vous essayez de vous expliquer ce que c'est que la biodiversité. C'est une question qui peut paraître simple comme ça, mais en fait, la réponse n'est pas si simple. Et ensuite, je vais vous parler de la crise en elle-même et en quoi consiste exactement cette crise de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que la biodiversité? Quand on pense à la biodiversité, on a en tête quelque chose comme ça, c'est-à-dire un ensemble d'espèces plutôt des grands vertébrés avec des oiseaux, des mammifères, éventuellement des reptiles, des insectes, parfois des plantes et des champignons. Donc ça, c'est un peu le type d'image qui nous vient spontanément à l'esprit, mais en réalité, c'est pas très réaliste, c'est pas très représentatif de ce qu'est réellement la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est un ensemble d'espèces, pour commencer. Sur Terre, on estime qu'il existe à peu près une dizaine de millions d'espèces. La dernière estimation, elle se situe autour de 8 millions d'espèces, 8,7 millions. Or, sur ces 8 millions d'espèces connues, presque 9 millions en fait, on n'en connaît qu'un million. Donc ça, c'est important à savoir en ce qui concerne la biodiversité, c'est qu'il y a la biodiversité qu'on connaît, qu'on a décrit, mais il y a aussi toute celle qui est cachée, qui constitue un peu la partie cachée de l'iceberg, si vous voulez. Et donc, on sait qu'on en connaît à peu près 14% à l'heure actuelle. Ici, vous avez un diagramme qui représente les animaux, enfin les espèces animales, avec les insectes, les vertébrés comme les mammifères, les poissons, etc. D'autres arthropodes, donc c'est-à-dire les crustacés, les araignées, ce genre de choses. Et puis aussi les mollusques, les vers, enfin des animaux qu'on considère comme des invertébrés. Et donc, ce qui apparaît immédiatement lorsqu'on voit ce diagramme, c'est la place très importante des insectes. En effet, on a décrit 1,3 million d'espèces à l'heure actuelle. Or, les autres vertébrés, ça représente simplement quelques milliers d'espèces ou quelques dizaines de milliers d'espèces décrites actuellement. Donc 10 000 espèces pour les oiseaux, 5 000 pour les mammifères, 8 000 pour les amphibiens, etc. Et donc, on estime que là, si on regarde les animaux, les insectes représentent 85% des animaux en termes d'espèces. Mais en fait, si on s'intéresse à l'ensemble des espèces d'insectes que l'on estime sur Terre, ce chiffre il est bien plus important, puisqu'on estime qu'il existe 5,5 millions d'espèces d'insectes sur Terre. Autrement dit, à peu près 55% des espèces sur Terre sont des insectes. Finalement, on peut dire qu'on est nous, des humains, des visiteurs sur une planète d'insectes. On pourrait voir les choses de cette manière-là. Donc la biodiversité, comme vous commencez à le voir, c'est pas un concept qui est purement qualitatif, mais on peut aussi le mesurer. On peut aussi mesurer la biodiversité de différentes façons. Et donc là, je vais vous montrer un exemple simple qui est pourtant très important en écologie. Ici, vous avez 3 espèces d'oiseaux, un faucon cresserelle, un épervier d'Europe et un moineau domestique. Alors, si on s'intéresse à la diversité fonctionnelle, si vous voulez, leur rôle écologique, on dit que les 2 oiseaux ici à gauche sont des rapaces, des prédateurs, et le passereau, une proie. On dit qu'ils exercent une pression de prédation sur le passereau. On peut considérer qu'ils sont fonctionnellement semblables par rapport aux moineaux. Ce sont tous les 2 des prédateurs qui le consomment. Mais si on s'intéresse à leur diversité, ce qu'on appelle leur diversité phylogénétique ou leur diversité évolutive, aussi surprenant que cela puisse paraître, le moineau et le faucon cresserelle sont plus proches que les 2 rapaces entre eux. Ici, vous avez un arbre phylogénétique, donc chaque branche représente des lignées
évolutive, les points rouges des ancêtres communs. On voit bien qu'ici, l'ancêtre commun qui relie le faucon et le moineau est plus proche dans le temps que celui qui relie l'épervier au faucon. Donc, ce que ça nous montre, c'est que finalement, le faucon cresserelle et le moineau domestique, d'un point de vue de la diversité phylogénétique, ils sont plus proches entre eux par rapport à l'épervier d'Europe. Alors ici, vous avez deux ensembles d'espèces. Donc, d'un côté, l'épervier, le moineau, et de l'autre, le faucon et le moineau. Et donc, si on s'intéresse à la diversité fonctionnelle ou à la diversité phylogénétique, on aura des résultats différents. La diversité fonctionnelle, on peut considérer qu'elle est semblable, puisqu'à chaque fois, on a un rapace et un passereau qui est prédaté par ce rapace. Mais si on s'intéresse à la diversité phylogénétique, à ce moment-là, le premier ensemble est plus important que le deuxième, où la diversité évolutive, la diversité phylogénétique est moins importante, étant donné que le faucon cresserelle et le moineau sont plus proches d'un point de vue évolutif que l'épervier et le moineau. Alors en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la biodiversité, c'est un concept qui est multifacette. Je vous ai parlé de la diversité spécifique, c'est-à-dire la richesse en termes d'espèces qu'on a sur Terre. Je vous avais parlé brièvement aussi de la diversité fonctionnelle et de la diversité phylogénétique, mais ce ne sont pas les seuls aspects. Là, je vais vous en présenter d'autres un petit peu rapidement. Cette biodiversité, elle peut aussi être découpée dans l'espace et dans le temps. On parle de diversité, par exemple, alpha, bêta, gamma. Et en fait, avec ce découpage, on peut avoir des résultats un peu contre-intuitifs. Par exemple, l'augmentation du nombre d'espèces dans un endroit donné ou dans une séquence temporelle donnée ne s'accompagnera pas automatiquement d'une augmentation de la diversité à une échelle supérieure, à une échelle régionale, globale, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on découpe la biodiversité dans l'espace et dans le temps, et on peut obtenir, en fonction de ce découpage, des résultats qui sont différents. Un autre aspect qui me semble important aujourd'hui, c'est celui des outils d'exploration qu'on a pour approcher cette biodiversité et de la technologie que nous avons à disposition. En fait, aujourd'hui, on découvre des espèces, on a accès à des espèces qu'on n'aurait pas forcément eu accès par le passé. Aujourd'hui, avec le séquençage de l'ADN à haut débit et par une technique, par exemple, comme le métabarcoding, on peut simplement, avec une séquence d'ADN que l'on a prélevée dans l'environnement, identifier un ensemble d'espèces à partir d'une base de données qui contient leur ADN. Mais on peut aussi en découvrir de nouvelles, simplement en comparant ces séquences avec les séquences que l'on connaît dans nos bases de données. Cette biodiversité, elle peut aussi se mesurer. Donc, on a des mesures statistiques qui nous permettent de définir la biodiversité. Par exemple, là, c'est simplement à titre d'exemple, je vous montre l'indice de Shannon, qui est un des indices les plus utilisés en écologie, qui mesure l'hétérogénéité de la biodiversité dans un milieu donné. Ça, c'est simplement pour que vous fassiez un petit peu une idée de à quoi peuvent ressembler ces indices statistiques. Un autre aspect peut-être auquel on ne pense pas forcément, c'est celui de la diversité culturelle, qui fait aussi quelque part partie de la biodiversité. Donc, l'homme n'est pas le seul à avoir une diversité culturelle. On l'observe aussi chez d'autres organismes, comme par exemple les singes, qui, donc pour les macaques du Japon, lavent leurs fruits, et c'est pas simplement par des mesures d'hygiène, ou c'est pas quelque chose qu'ils font d'instinct ou quoi que ce soit, c'est vraiment une pratique qui a été développée dans certains groupes et qu'ensuite ils se sont transmises d'un groupe à l'autre par un processus d'apprentissage. Chez les baleines, on a aussi des variations de chant qu'on observe d'une population à l'autre ou d'une année sur l'autre, qui ne peuvent pas être expliquées autrement en fait que par des effets de mode ou de préférence de certains individus d'une année sur l'autre. Et ça n'a pas apparemment de fonction particulière, si ce n'est leur fonction, leur esthétique, les préférences des individus ou des groupes donnés. Finalement, avec la biodiversité, tout dépend de la question que l'on se pose. Elle peut avoir tout un tas d'aspects, et c'est vraiment, on va trouver un petit peu des choses différentes selon ce qu'on va chercher.
Un dernier aspect que je voudrais souligner sur la biodiversité, c'est celui des niveaux d'organisation. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la biodiversité, elle s'échelonne à travers différents niveaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, on peut partir par exemple de l'organisme, qui ensuite, avec le niveau supérieur, la population, un ensemble d'une même espèce, puis la communauté, qui correspond à un ensemble, à différentes populations d'espèces différentes. Enfin, l'écosystème, qui prend en compte à la fois les organismes, mais aussi leur environnement. Et on peut monter encore plus haut jusqu'à les grandes aires biogéographiques et finalement la Terre. Au niveau inférieur, on peut atteindre le niveau phénotypique, c'est-à-dire des caractéristiques physiques de l'individu, au niveau génétique, et descendre encore plus bas au niveau moléculaire. Donc tous ces niveaux d'interaction, tous ces niveaux d'organisation, ils sont en interaction entre eux. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces niveaux, ils ne sont pas simplement en interaction de manière linéaire ou successive. En réalité, en écologie, on étudie beaucoup les sauts qui existent entre niveaux d'interaction. Et c'est un peu à travers ça que la spécificité de la biodiversité se manifeste. Et en fait, je vais vous donner un exemple. Par exemple, entre le niveau moléculaire jusqu'au niveau de la communauté, on sait que des assemblages d'atomes très simples, très courants, comme le carbone, l'azote et le phosphore, ont une influence sur la composition de la communauté. Elles vont largement déterminer la distribution des espèces dans une communauté donnée, par exemple des plantes. Et en retour, cette composition de la communauté va elle-même déterminer, influencer cette composition que l'on peut avoir dans le sol, par exemple. Donc ça, c'était pour la partie proprement scientifique du terme biodiversité. Une dernière chose que je voudrais souligner dessus, c'est que c'est un concept qui s'est formé au moment d'une prise de conscience. En fait, avant le 19e siècle, on pensait que la nature était quelque chose d'inaltérable, quelque chose qui ne pouvait pas s'épuiser, qui ne pouvait pas être réellement détruit. Or, avec la progression des connaissances en écologie, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'était pas vrai. On a d'abord parlé de la variabilité écologique qui était menacée par les destructions humaines. On a parlé ensuite de la diversité biologique, donc ça c'était pour le XXe siècle, qui est menacée par l'homogénéisation du vivant. À la fin, on a finalement forgé le terme de biodiversité dans les années 80 lors du Forum national sur la biodiversité aux États-Unis à Washington. Donc c'est un terme qui est relativement récent. Et c'est un terme qui s'est créé qui s'est forgé vraiment dans un contexte de prise de conscience de l'impact de l'homme sur la nature. Donc pour citer Vincent de Victor, un chercheur en écologie au CNRS de Montpellier, dire biodiversité, ce sera dire il est grave de perdre de la diversité biologique, moralement et écologiquement. Le concept de biodiversité, c'est un concept qui est scientifique, mais qui en même temps présuppose une dimension éthique de par le contexte dans lequel il s'est formé. Maintenant, je vais vous parler de la nature de la crise de la biodiversité. Alors, une première chose à savoir, c'est que on a eu différentes crises au cours du temps qui se sont produites, différentes crises majeures. Donc, elles ont été provoquées par des événements géologiques catastrophiques, par exemple des météorites, des supervolcans, etc. La plus connue étant bien entendu l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, lors de la crise Crétacé-Tertiaire. Mais ce n'est pas la seule, hein, il y en a eu d'autres, certaines bien plus importantes, comme au Permien. Or, la 6e est en cours. On en a connu 5. Et cette 6e extinction, qu'on appelle l'extinction de l'Holocène, elle a débuté en fait il y a 10 000 ans, après la fin de la dernière glaciation et le début de l'expansion rapide de l'espèce humaine. Certains la font remonter un petit peu plus tôt, à 2,5 millions d'années, avec les premiers individus du genre Homo. En fait, cette 6e crise d'extinction que nous connaissons, elle n'est pas si récente que ça, d'un point de vue de l'histoire humaine. Néanmoins, elle a connu une nette accélération après la révolution industrielle et l'explosion démographique de la population humaine. Donc, elle a un début qui n'est pas si récent que ça, mais en même temps, elle a connu une accélération récente.
Ici, vous avez une figure qui illustre les taux d'extinction relativement récemment. Donc, on a ici, hop, je sais pas si, j'espère que vous voyez ma souris. En haut de la figure, vous avez le recensé de nombre d'espèces pour différents groupes d'organismes, avec les vertébrés, les plantes, les poissons, les insectes, etc. Avec en dessous les pourcentages d'espèces menacées pour chacun de ces groupes. En dessous, vous avez les extinctions qui ont été recensées au cours du XXe siècle. Par exemple, 270 pour les plantes, 260 pour les vertébrés, 50 pour les mammifères, etc. Au-dessus, vous avez les extinctions attendues pour une période hors crise, une période qui n'est pas perturbée par une crise d'extinction majeure. On estime que le taux d'extinction moyen pour une période hors crise est de 0,02%. Or, ici, ce qu'on voit, c'est si on compare les extinctions constatées sur celles attendues, on a des taux d'extinction qui sont de 50 à 560 fois plus élevés pour les mammifères que ce que l'on attendrait pour une période hors crise. Ici, on a 0,1% d'extinction au lieu de 0,02, 0,6 au lieu de 0,02, etc. Donc, en fait, ce qui est important de voir sur cette figure, c'est qu'au-delà de la valeur exacte de ces chiffres, c'est qu'on a bien des extinctions qui sont de l'ordre de 10 fois à de dizaines de fois, à des centaines de fois supérieures à ce qu'on pourrait attendre pour une période hors crise. Donc, cette période hors crise, elle a été estimée notamment à l'aide des données fossiles. Alors, en ce qui concerne les mollusques, les insectes et les crustacés, les chiffres ici sont entre parenthèses parce que c'est largement dépendant. En fait, ce sont des groupes qui sont moins connus par rapport à leur diversité totale. Néanmoins, en ce qui concerne les insectes, il y a une étude récente qui a montré que 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Et donc, en fait, ces extinctions qui sont présentées ici, elles sont potentiellement largement sous-estimées. Ça dépend beaucoup de l'état des connaissances actuelles. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont beaucoup plus élevés que ce qu'on attendrait pour une période hors crise. Ici, vous avez une autre figure qui illustre cette accélération brutale de l'extinction des espèces pour des groupes comme les mammifères, les oiseaux et d'autres vertébrés. Et donc ici, on voit nettement une accélération rapide au cours du XXe siècle, à la fin du XIXe, début 20, à partir du fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, avec par exemple moins de 0,1% d'extinction pour les oiseaux, et maintenant on est à 1,5% d'extinction. Donc une accélération très rapide sur quelques décennies, sachant que là encore, les taux d'extinction calculés, ils concernent les espèces connues. Donc potentiellement, ce sont des taux d'extinction qui sont, encore une fois, sous-estimés. Alors ces extinctions, elles ont des causes qui sont bien connues, des causes d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Ce sont les principales que je vais vous présenter ici. La destruction de l'habitat, la surexploitation des ressources ou des populations, les espèces invasives, la pollution et le changement climatique. Sachant que la destruction de l'habitat et la surexploitation constituent les ressources principales, les causes principales à ce jour. Alors, ce qui est important de savoir, au-delà de ces causes, c'est le fait qu'elles interagissent entre elles. Ce n'est pas simplement des causes qui s'ajoutent les unes aux autres, mais elles entrent en synergie. Elles concourent entre elles à la disparition des espèces et parfois elles s'amplifient entre elles. Donc là, je vais vous montrer l'exemple du blanchiment des coraux, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Alors, ce phénomène de blanchiment des coraux qui précède leur mort, la disparition des récifs coralliens, il a un ensemble de causes. Donc, d'abord, l'acidification des océans, qui est due au changement climatique, à l'augmentation du CO2 dans l'eau, plus particulièrement. L'augmentation de la température de l'eau, idem, liée au changement climatique. L'augmentation de la turbidité. Dans ce cas-là, c'est plutôt lié au déversage d'engrais et d'autres substances dans l'eau, qui la rendent plus opaque ou qui modifient en tout cas sa transparence.
On a une exposition à des produits toxiques, par exemple les fameux produits des crèmes solaires. On a le cas du déficit en proie, ici en zooplancton, qui lui-même est impacté par la pollution et la surpêche. Donc là, c'est un exemple de synergie. On a l'invasion par, ici représentée en photo, l'étoile de mer dévoreuse de corail, dont l'aire de répartition a peut-être été modifiée par le changement climatique. C'est à confirmer, mais dans d'autres cas, ça a été confirmé, enfin, ça a été confirmé pour d'autres espèces. Et enfin, les pêches destructrices, par exemple à la dynamite ou au cyanure pour les aquariums. En fait, toutes ces causes-là, elles concourent ensemble au phénomène de blanchiment des coraux et potentiellement elles s'amplifient, comme c'est le cas du déficit aux zooplancton et l'invasion de l'étoile de mer au regard du changement climatique. Malheureusement, on estime que d'ici 2030, 60% des coraux auront disparu si on ne fait rien. À cela s'ajoute un autre phénomène, celui des cascades d'extinction, qui est lié à la structure des chaînes alimentaires, notamment, qui existent dans la nature. Donc ici, je vais vous montrer un exemple avec une étoile de mer encore, sur un rocher, donc, qui partage l'espace avec un ensemble de mollusques, donc des moules, des gastéropodes, des bernacles, d'autres types de gastéropodes. Et il a pu être donc cette étoile de mer est en fait le prédateur de tous ces mollusques-là. On a pu observer que lorsque l'étoile de mer est supprimée, on a une augmentation des moules présentes sur le rocher, et elles finissent par exclure, par compétition, toutes les autres espèces de mollusques présentes sur le rocher, donc comme les nudibranches, les autres gastéropodes et les bernacles. Donc en fait, finalement, avec ce type de phénomène qu'on appelle les cascades d'extinction, on a, suite à la disparition d'une espèce qui a un rôle particulier dans la chaîne alimentaire, la disparition de tout un tas d'espèces qui sont reliées à elle. Alors, donc je voudrais vous montrer quelques chiffres qui illustrent cette crise de la biodiversité tirée du dernier rapport de l'IPBES, autrement dit ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, un rapport qui a été publié en juin 2019. 97% des zones humides ont disparu. 100 millions d'hectares de forêts tropicales ont été perdus entre les années 80 et les années 2000. 60% des stocks de poissons sont exploités à leur niveau maximal, 33% sont surexploités en 2017. 300 à 400 millions de tonnes de déchets industriels sont déversés dans les eaux du monde chaque année. Ce qui est intéressant en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est que son impact sera différent selon la trajectoire que nous prendrons au cours du siècle. Dans le cas d'un réchauffement à 2 degrés, on sait que le réchauffement climatique sera responsable de 5% de la fraction des espèces menacées d'extinction, contre 16% dans une trajectoire de dans une augmentation de 4,3 degrés, sachant que ça, c'est la trajectoire que l'on suit actuellement. Il y a d'autres aspects que souligne le rapport qui sont assez intéressants et que je vous conseille de consulter. C'est qu'associé à cette destruction de la biodiversité, on a un certain nombre d'injustices. Par exemple, le rapport soulève que les fonds en provenance de paradis fiscaux représentent plus des 2/3 du capital étranger investi dans le soja brésilien et l'élevage bovin, donc qui sont responsables en majeure partie de la destruction de la forêt amazonienne, et ont financé 70% de la flotte impliquée dans les pêches illégales et non réglementées. En fait, le rapport souligne que finalement, on a beaucoup de lois qui permettent de protéger la biodiversité, mais elles sont encore très peu appliquées. Il y a un certain nombre d'injustices qui sont liées à cette destruction de la biodiversité. Autre chose d'intéressant que souligne le rapport, c'est la place des peuples autochtones, des peuples amazoniens par exemple. Donc le rapport souligne que 70%, 28% pardon, des terres émergées sont occupées par des communautés autochtones, des communautés indigènes, et 40% d'entre elles sont des zones protégées. Donc le rapport insiste sur le rôle que peuvent jouer, notamment culturel, notamment via les connaissances qu'ont accumulées ces peuples, dans cette protection de la biodiversité. Alors,
une question qu'on pourrait se demander, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment grave que des espèces disparaissent? Étant donné que, comme on le voyez en haut à droite, hein, comme ce graphique le rappelle, on a connu précédemment des extinctions, dont certaines beaucoup plus importantes, comme la crise du Permien. 90% des espèces marines ont disparu, et 70% des espèces terrestres ont disparu. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, ça s'est passé sur des échelles de temps qui sont géologiques. Il a fallu, pour qu'on puisse connaître les espèces actuelles, 5 millions d'années d'évolution. Donc on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire que spéculer sur l'évolution de la vie dans des millions, dans des dizaines de millions d'années. Mais c'est une remarque qui est néanmoins intéressante, parce qu'en fait, elle souligne le fait qu'au-delà des extinctions, et ça c'est vraiment un point important, ce qui est en jeu dans cette crise de la biodiversité, c'est l'altération des processus de diversification du vivant, les processus qui permettent à la biodiversité de se renouveler, qui font qu'elle est vivante finalement. Alors, comme je viens de vous le dire, la biodiversité, ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais qui évolue au cours du temps et dans l'espace. Alors, je vais essayer de vous présenter une sous-question: comment se forment de nouvelles espèces? Pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est en jeu. Là, je vais vous présenter le cas le plus simple, qui est celui de la spéciation allopatrique. Vous avez une population originelle d'une espèce donnée qui rencontre un jour une barrière géographique qui sépare la population en deux. Donc, il n'y a plus d'échange entre les deux populations. Au cours du temps, suite à la dérive génétique, donc c'est-à-dire l'accumulation aléatoire de mutations au cours du temps, et la sélection naturelle, on a finalement deux espèces différentes qui se trouvent incapables de se reproduire entre elles. Et donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple et le plus connu. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour les fameux pinsons de Darwin. On avait à l'origine une espèce de pinson qui venait d'Amérique du Sud et qui a ensuite émigré sur l'archipel des Galapagos et s'est dispatché entre différentes îles. Et selon les types de plantes qu'il trouvait sur l'île, son régime alimentaire s'est spécialisé par l'effet de sélection naturelle. Donc, certaines espèces de pinsons se sont spécialisées dans la consommation des insectes qui vivaient dans les arbres. D'autres se sont spécialisées dans la consommation des graines. D'autres encore dans la chair des cactus. D'autres encore dans les fruits. Et donc ça s'est traduit par la forme et la taille du bec, qui ont été sélectionnés par le processus de sélection naturelle. Et donc finalement, on voit ce qui est important ici, c'est la diversité des interactions. Pour citer encore de Victor dans son livre Nature en crise, la dynamique de la biodiversité ne se résume pas tant à la diversification des espèces individuelles qu'à la diversification des interactions entre les espèces. Et donc, ce qu'il y a de dramatique, de plus dramatique peut-être dans la crise de la biodiversité, c'est le problème de l'homogénéisation du vivant. Et donc ça c'est particulièrement manifeste dans le cas de l'avènement de l'agriculture intensive. Et donc, je vais essayer de vous montrer ça assez brièvement. Ici, vous avez un paysage du nord de l'Angleterre, une campagne avec ce qu'on appelle une mosaïque d'habitats. C'est un paysage qui est encore relativement peu intensif. Vous avez à la fois des prairies, des haies, des bois, des cours d'eau. Et donc tout ça sont autant de donc tous ces habitats semi-naturels sont autant de refuges pour la biodiversité. Et donc ce qui se cache derrière ce paysage, finalement, c'est un ensemble d'espèces, mais aussi un ensemble d'interactions. Et donc ici, sur cette figure, vous avez un ensemble d'espèces, principalement des insectes, ici autour du cercle. Chaque point représente une espèce et chaque trait représente une interaction. Au centre, les espèces en vert qui sont représentées, ce sont les espèces végétales. Avec ici dans le coin, les plantes cultivées, dans un système comparable à celui que je vous ai montré sur la photo précédente. Alors, on peut dire deux choses de cette figure, deux choses que je voudrais souligner. D'une part, c'est que la plupart des espèces, elles ont plus de 2 espèces avec lesquelles elles sont en interaction. Donc potentiellement, on a bien plus d'interactions possibles que d'espèces présentes dans cet environnement. La diversité des espèces
la diversité des interactions est plus grande que la diversité des espèces que l'on retrouve. La deuxième chose que souligne cette figure, dans le cas d'un paysage agricole ici, c'est l'importance de la diversité des plantes. Et vous voyez ici toute l'importance de la diversité des plantes qui ne sont pas cultivées. Par exemple, pour les oiseaux, on voit ici bien la densité extrême des liens qui les relient à ces plantes. Et soit dit en passant, parmi toutes ces espèces, il y en a beaucoup qui présentent un intérêt particulier pour l'agriculture, notamment avec les pollinisateurs, ici, les biorégulateurs de ravageurs, comme les parasitoïdes qui régulent les pucerons, les puces qui régulent les rongeurs, etc. Donc une biodiversité qui potentiellement, qui repose sur un certain nombre d'interactions et qui potentiellement a un intérêt pour l'agriculture. Voilà, sachant que ici, vous n'avez pas les prédateurs, vous n'avez pas les détrivores, c'est simplement une partie du réseau qui peut exister dans ce type de milieu. Ici, vous avez à l'inverse un paysage agricole qui est extrêmement intensif en Beauce, avec de grandes surfaces de monoculture, autrement dit des plantes cultivées qui ont une très faible diversité en termes d'espèces et en termes génétiques, avec une absence presque totale d'habitat semi-naturel. Bon, ici on a quelques haies, mais globalement on n'a pas grand-chose par rapport à l'autre photo. Et on a un milieu qui est en plus hostile à la biodiversité du fait que des intrants sont utilisés de manière massive, donc des intrants, c'est-à-dire des pesticides, des engrais. En fait, tout ça a pour conséquence de réduire non seulement la diversité des espèces présentes, mais aussi la diversité du réseau d'interaction. Et avec cela, potentiellement, se produit l'altération des services rendus par la biodiversité, donc que j'évoquais précédemment de manière assez brève, la pollinisation, la régulation des ravageurs, etc. En fait, on se trouve là face à un cas d'homogénéisation du vivant pour toutes ces raisons que je viens de vous présenter. L'agriculture, c'est un des grands enjeux du siècle. Pour terminer avec cet exemple, je voudrais souligner que la trajectoire, les stratégies qu'on aura en termes d'agriculture dans les prochaines décennies, aura un impact décisif sur la biodiversité, mais aussi sur le climat. Alors ici, je vais vous l'illustrer par quelques chiffres clés. On a un tiers des surfaces de la Terre qui sont occupées, qui sont dédiées à l'agriculture, 75% des ressources en eau qui sont dédiées à la production végétale ou animale, 25% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au défrichement, à la production végétale ou à la fertilisation, sachant que les produits d'origine animale contribuent largement à ce chiffre, avec 75% de contribution. Plus de 50% des mesures de concentration en insecticides dans le monde dépassent les seuils réglementaires. Donc tout ça, ça vient du rapport de l'IPBES, dont je vous ai parlé précédemment. Donc encore une fois, pour vous illustrer l'impact que peut avoir l'agriculture et cette tendance d'homogénéisation qu'on a à l'échelle du globe a tendance à s'intensifier au cours du temps. Elle n'est pas actuellement en diminution. Pour résumer sur l'homogénéisation du vivant, c'est un processus qui se caractérise par des milieux qui se trouvent simplifiés, uniformisés, avec une perte d'habitat irréversible, puisqu'on n'est pas capable de recréer la plupart des habitats que l'on détruit. On a des milieux qui sont généralement plus pauvres en espèces, dominés par quelques espèces généralistes, autrement dit des espèces opportunistes, qui ont au détriment d'un ensemble plus diversifié d'espèces spécialistes, donc qui ont des interactions plus exclusives. On a une perte de la diversité génétique et une diminution, une réduction du réseau d'interaction. Et donc, tout cet ensemble de caractéristiques constitue un frein à la dynamique de la biodiversité et donc à sa capacité de se renouveler au cours du temps. Au-delà de toutes les extinctions, ce qui est vraiment au cœur de cette crise, c'est ce problème de l'homogénéisation qui freine la biodiversité dans sa dynamique, dans sa nature même, qui est une nature évolutive et qui lui permet de perdurer au cours du temps. Et donc, cette altération de la biodiversité, pour nous, elle s'accompagne de la perte de fonction des écosystèmes et donc de certains services que nous rend la biodiversité, ce qu'on appelle les services écosystémiques.
Donc maintenant, je vais terminer ma partie sur les services écosystémiques, que je vais évoquer aussi. Alors, un service écosystémique, ça se définit comme un avantage matériel ou immatériel que l'homme tire des écosystèmes. Donc, c'est quelque chose de très large. On les divise en général en 4 types. Les services d'approvisionnement, donc en ressources, en nourriture, etc. Les services écosystémiques de type support, donc support à la production, support à un certain nombre d'activités humaines. Les services de régulation, notamment les risques et les régulations des aléas de l'environnement. Et enfin, les services dits culturels. Donc, le service le plus connu, par exemple, c'est celui de la pollinisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ici, vous avez un diagramme qui représente les services écosystémiques principaux, donc classés par type. Donc, il y en a qui sont très connus, hein, comme je le disais, encore une fois, la pollinisation, ici, la pollinisation, l'épuration de l'eau, la limitation de l'érosion, etc. On en a d'autres auxquels on pense peut-être moins. Par exemple, 70% en ce qui concerne notre santé, 70% des médicaments sont d'origine bio-inspirée ou directement sont directement des produits d'origine naturelle. Par exemple, on sait que les drupes d'IF constituent un anticancéreux puissant, enfin sont utilisés comme un anticancéreux. On a des services, pour ce qui concerne les services culturels, on sait que les arbres et la forêt ont aussi une influence importante sur notre santé mentale. On sait que les arbres, par exemple, émettent des composés volatiles qui modifient un certain nombre de paramètres physiologiques, donc potentiellement notre santé physique, mais aussi notre santé, notre bien-être mental. On a, pour ce qui concerne les services de support, le recyclage des nutriments par les micro-organismes, en particulier les champignons et les bactéries, qui sont indispensables à un sol fertile, mais aussi au stockage du carbone dans le sol. Et en ce qui concerne les services de régulation, par exemple les services de régulation des ravageurs, on sait que les renards permettent de limiter l'expansion de la maladie de Lyme, puisque eux-mêmes sont les prédateurs des rongeurs qui véhiculent cette maladie via les tiques. Alors, il y a des chercheurs qui se sont amusés à calculer combien nous coûteraient ces services si on devait les réaliser nous-mêmes. Donc, dans un modèle économique classique qui considère que comment dire, tous les services toutes les ressources sont remplaçables, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la réalité, mais simplement pour se faire une idée. Ils estiment que rien que pour le service de pollinisation, on a 135 milliards d'euros en 2015 que l'on devrait dépenser si on devait effectuer nous-mêmes la pollinisation. Si on s'intéresse à l'ensemble des services écosystémiques pour l'année 2011, il aurait fallu dépenser entre 125 000 à 145 000 milliards de dollars, soit au minimum 4 fois le PNB mondial. Donc, ce sont des chiffres qui sont absolument délirants. En fait, ils ne veulent pas dire grand-chose puisque le modèle qui veut que toutes les ressources sont remplaçables est faux de base, mais c'est simplement pour montrer cette espèce de préjugé, cette espèce d'oubli qu'on a des services que nous rendent la biodiversité et dont on dépend entièrement et qui ne sont pas pris pourtant en compte dans notre trajectoire économique. Donc, pour conclure sur cette première partie, la biodiversité, c'est une notion qui est complexe, multifacette, et qui vraiment se traduit dans une recherche du vivant à travers différents niveaux d'organisation et des interactions multiples. Dire biodiversité, c'est un concept scientifique, mais qui présuppose une dimension éthique. La crise de la biodiversité, elle a l'ampleur d'une extinction de masse. Elle n'est pas encore achevée, sinon on n'existerait plus. Mais l'extinction de masse, c'est l'horizon vers lequel on se dirige. La crise, elle ne se résume pas simplement à une perte d'espèces, mais elle contient une déstructuration d'un ensemble de réseaux d'interaction très diversifiés. Et elle se caractérise enfin par le problème de l'homogénéisation du vivant, qui freine la dynamique de la biodiversité et l'empêche finalement, sur du temps long, potentiellement de se renouveler. Et enfin, en ce qui concerne les services écosystémiques, la grande leçon pour moi de l'écologie, c'est que tout est lié. Nous sommes liés au devenir de la biodiversité, nous appartenons nous-mêmes à un vaste régime d'interdépendance. Et donc, je voudrais terminer avec cette citation de Théodore Monod, donc un grand
botaniste et également pasteur protestant. Qui cueille une fleur dérange une étoile. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. Du coup, on a fini la première partie. Est-ce qu'il y a des questions pour Alexandre? Alors, il y a la question, je crois, de Jean-Marie et Chantal, c'est pourquoi la biodiversité suppose une dimension éthique? En fait, c'est parce que, si vous voulez, dire biodiversité, c'est dire une diversité qui est menacée. En fait, dans la compréhension qu'on a eue de la diversité, c'est en étudiant l'impact de l'homme sur la diversité. En fait, si vous voulez, quand on a commencé à étudier la biodiversité, on a compris que l'homme avait un impact sur elle. C'est pour ça qu'en fait, notre connaissance de la biodiversité, dès l'origine, elle a été influencée par cette prise de conscience, puisque les scientifiques, en fait, ont pris réellement conscience, ont été un peu les premiers à prendre conscience de cette menace qui pesait sur la biodiversité. Et donc, c'est pour ça que ça présuppose une dimension éthique, parce que on doit faire des choix, en fait. Et quand ils écrivaient tous ces ouvrages que je citais dans ma diapo, ce sont des ouvrages qui décrivent ce qui se passe et qui ont pour but d'alerter le public, qui était encore à l'époque trop ignorant de ce qui était en train de se passer. Voilà. Et en fait, c'est parce que ça sort proprement du champ scientifique et on part dans le débat et dans les questions de choix de société que ça a une dimension éthique. Voilà. Et en fait, ça a été le cas dès le début. C'est pour ça que présuppose une dimension éthique. Chloé remarque que pour elle, c'est plutôt politique qu'éthique, du coup. Oui. Moi, sur le premier graphique qu'on a vu avec les grandes extinctions, j'avais quand même l'impression, enfin, le graphique était vu de loin, mais j'avais l'impression que globalement, quand même, il y avait un grand accroissement du nombre d'espèces sur Terre depuis le début. Oui. C'est assez spectaculaire, quand même. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un grand nombre, le nombre d'espèces a augmenté sur Terre, à l'échelle des temps géologiques, parce qu'en fait, les grandes crises d'extinction sont rares. S'il y avait eu peut-être 2 fois plus de crises d'extinction, ça n'aurait probablement pas été le cas. Et en fait, il y a certes une augmentation importante, ce qui est absolument vrai, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vie a bien failli disparaître, notamment lors de la crise Permien-Trias. D'après les séquences fossiles qu'on a, on a quand même eu 90% des espèces marines qui ont disparu et plus de 70% des espèces terrestres. Donc voilà, en fait, certes, la vie a augmenté, mais c'est pas une, si vous voulez, c'est pas une loi, c'est pas automatique en fait. Oui, non, peut-être pas automatique, mais enfin, il y a quand même on peut quand même se dire que la nature a trouvé moyen à chaque fois de repartir et vers. Alors, je ne sais pas si ce graphique le montre, mais en tout cas, il y a eu une grande différenciation des espèces. Donc, pourquoi à long terme, c'est pas la même chose qui nous arriverait? Justement, parce que en fait, nous, ce qu'on fait, et ce qui peut-être ne faisait pas les grandes crises d'extinction précédentes, c'est ce problème d'homogénéisation. En fait, bon, je ne suis pas rentré énormément dans le détail, mais si on freine les processus naturels qui permettent à la vie de se diversifier, quelque part, c'est plus grave que les extinctions en elles-mêmes. En fait, finalement, peu importe, d'un point de vue strictement scientifique, et si on se place à une échelle de temps très longue, peu importe le nombre d'espèces qui disparaissent, ce qui est important, c'est que la vie puisse se renouveler, c'est que les processus de diversification ne se perdent pas. Or, avec notre impact, avec la trajectoire qu'on est en train de prendre, comme je l'ai montré pour l'agriculture, on perd la diversité génétique qui permet à la biodiversité d'évoluer, et on simplifie les milieux qui, en interaction avec les espèces, permettent cette diversification. Parce que, comme je vous l'ai montré, par exemple, dans le cas de la spéciation allopatrique, il faut une barrière géographique pour que 2 espèces puissent se séparer. En fait, bon, il y a plein de... Je ne peux pas trop rentrer dans les détails des mécanismes évolutifs, ce serait un peu long et compliqué, mais ce qui est important de comprendre dans notre crise, et ce qu'il faut particulièrement être vigilant, c'est cet aspect d'homogénéisation du vivant. Il faut qu'on favorise absolument la diversité. C'est comme ça que la vie fonctionne. Je pourrais rajouter qu'effectivement, ce foisonnement de la vie qu'on peut voir sur ces graphes,
il est à des échelles géologiques qui n'est pas du tout notre échelle à nous. Et nous, on peut aussi penser que ce qui nous intéresse, c'est que nous, notre génération, et dans 10 générations, ou peut-être même dans 100, il y ait suffisamment d'espèces de biodiversité pour assurer notre survie. Ce n'est pas du tout ce qui est assuré par le fait qu'au temps géologique, oui, la vie foisonne. Tu es d'accord, Alexandre? Oui, non, mais... Et puis, il y avait Philippe de Terre qui faisait remarquer que cette biodiversité ne concerne pas la majeure partie de la biomasse qui, elle, est constituée de bactéries. C'est marrant, on m'avait fait exactement cette remarque la dernière fois. Voilà. Est-ce qu'on passe à la seconde partie, du coup? Parce que, on avance, on aura des temps de discussion aussi à la fin. Ce que nous a présenté Alexandre, c'est le déclin de la biodiversité, c'est-à-dire un des aspects de la crise écologique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des limites biophysiques, des limites physiques et des limites biologiques vers lesquelles on fonce. Et notamment, il y a le réchauffement climatique qui nourrit et qui se nourrit de les pertes de la biodiversité, l'épuisement des ressources et bien d'autres. Ce qui veut dire qu'en face de nous, il y a un défi absolument immense et qu'on se demande bien ce qu'on va pouvoir faire et qu'on peut être complètement perdu. Il me semble qu'il faudrait d'abord changer nos imaginaires qui nous conditionnent, nos types de réflexion, ce que l'on peut imaginer, doivent être à l'intérieur de nos imaginaires. Les imaginaires, ça peut être, par exemple, comme je l'ai montré sur les images, l'idée que l'avenir, ça sera un village-monde avec plein de villes où on ira facilement l'une à l'autre et que dans une paix très intéressante. On peut imaginer un avenir guerrier et très violent. On peut penser à une espèce de société permacole où chaque communauté assurerait sa propre nourriture. On peut aussi imaginer un univers très, très futuriste avec des fusées partout. Cependant, il faut se poser des questions. Quel avenir me paraît souhaitable pour moi et pour le monde? Et est-ce qu'ils sont possibles? Est-ce qu'ils respectent les limites biophysiques? Et qu'est-ce que, en tenant compte de ces limites, réussir ma vie? Par exemple, si pour moi, réussir ma vie, c'est faire énormément de voyages très souvent, très loin, c'est pas compatible avec ces limites biophysiques. Ensuite, il y a l'aspect que pour les chrétiens, il y a non seulement leur imaginaire, mais il y a leur foi qu'il faut nourrir avec les réalités du monde. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire de la science aussi pour comprendre le réel. Et il nous faut enraciner nos actions et notre imaginaire dans notre foi, puisque c'est ce qui nous fait vivre. Pour cela, je vous propose d'abord d'aller interroger nos traditions bibliques, ensuite d'interroger la doctrine sociale de l'Église, et puis de réfléchir à la façon dont on se positionne. Donc, quand on pense tradition biblique, on pense souvent au rôle aurait pu avoir le christianisme, ou qu'a pu avoir le christianisme dans la destruction de vivants, avec cette petite caricature que j'aime beaucoup, où on se dit que ça y est, les humains, ils ont tout dominé, ils ont tout rempli la terre, et que maintenant, ils n'ont même plus les moyens d'assurer leur propre survie. Mais c'est bien sûr pas aussi simple que ça, et dans la tradition chrétienne, on peut trouver, notamment au Moyen-Âge, des saints que l'on qualifierait aujourd'hui d'écologistes. Par exemple, Hildegarde de Bingen, qui nous invitait à coopérer avec le reste de la création. François d'Assise et la tradition franciscaine, on a Saint Bonaventure qui nous dit que la création est un reflet de la Trinité. Donc c'est une attitude de méditation, respect envers la création. Et cependant, il y a la séparation homme-nature qui arrive plus tard avec la modernité et notamment c'est mise en avant, c'est explicité par Descartes qui veut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc là, réellement, l'humain est en dehors. Alors, on ne va pas absoudre le christianisme pour autant, notamment parce que le christianisme a souvent eu pour effet de libérer l'homme de superstition
en démythifiant la nature. L'idée, c'est que dans une société animiste, une source peut par exemple être un esprit ou une divinité. Donc on va vraiment essayer de ne pas l'altérer parce que l'esprit pourrait se fâcher et ça aurait des conséquences fâcheuses. En démythifiant la nature, on ne risque plus rien à détruire une source et on a pu modifier énormément notre environnement et le détruire en grande partie. C'est pourtant probablement autre chose que la tradition et la Bible nous invitent. Donc pour commencer ce voyage dans les textes bibliques, je commence évidemment par la Genèse. Alors la Genèse, début, chapitre 1, il y a la création. La création, donc chaque jour Dieu il crée, et je vais comparer deux créations, celle des oiseaux et des poissons, que j'ai mis à gauche ici, et celle des humains. Il y a pas mal de points communs que j'ai soulignés en bleu. C'est bien Dieu qui crée dans les deux cas. Dieu bénit sa création, bénit ses créatures. Il leur donne les mêmes ordres, d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Et enfin, il leur donne une même nourriture, une nourriture végétarienne, donc il y a comme signe de paix universelle puisqu'il n'y a pas de prédation. Alors évidemment, il y a des différences. Les oiseaux et les poissons, ils sont créés selon leur espèce et les hommes à l'image de Dieu. Et surtout, il y a cet ordre pour les humains de soumettre la terre et de la dominer. Et bien sûr, vu par rapport au paragraphe précédent, de soumettre la terre et de la dominer à l'image de Dieu. On a beaucoup d'images de Dieu. Je vous en propose une qui est que Dieu est tout-puissant, mais il domine avec sagesse et avec amour. Donc Dieu, c'est celui qui pourrait tout détruire, mais au contraire qui fait exister. Si l'homme, il soumet et domine à l'image de Dieu, alors il doit faire comme Dieu, être intendant de la création, y participer et participer à cette création. Cette interprétation que j'ai, elle est appuyée par l'utilisation des verbes soumettre et dominer dans la Bible qui correspondent au devoir du roi, mais qui peuvent aussi correspondre à l'attitude des tyrans. Donc, le roi qui prend soin de son peuple ou le tyran qui utilise son pouvoir à mauvais escient. On pourra aussi noter une différence. Lorsque Dieu crée les oiseaux et les poissons, il vit que cela était bon. On ne dit rien de tel pour les êtres humains. C'est peut-être que l'homme doit faire de sa présence, grâce au pouvoir et à la responsabilité qui lui est donnée, quelque chose de bon. En deuxième texte dont je voudrais parler, c'est Noé, ce que je pourrais appeler le premier sauvetage de la biodiversité. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce. Donc on connaît l'histoire de Noé, ce mythe fondateur, qui dit qu'à cause de la méchanceté des hommes, Dieu menace de détruire toute sa création. Mais il va faire alliance avec toutes les créatures, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient non humaines. Et c'est un homme, c'est donc Noé, qui est chargé de construire cette arche pour mettre en œuvre cette alliance et sauver toutes les créatures. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. C'est donc une alliance avec toute la création. Et on pourra noter qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans cette paix du début, puisque l'homme va pouvoir se nourrir d'animaux, et on pourra donc aussi noter qu'il va dépendre d'eux pour survivre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. On aurait cependant tort de
de résumer la relation entre les humains et les autres animaux à cette relation de prédation, puisque dans l'arche, c'est toutes les créatures, même celles qui ne sont pas comestibles ou celles qui sont dangereuses pour l'homme, qui sont sauvées. Par rapport à ce texte, j'ai trouvé intéressant la phrase de l'encyclique Laudato Si. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Pour moi, ce texte de Noé nous invite à, comme Noé, prendre notre responsabilité pour sauver la création, parce que nous sommes dans le même bateau que toutes les autres créatures. Et ce qui est sûrement un combat spirituel pour notre temps, c'est de se rappeler que Dieu n'a pas rompu son alliance et qu'il ne nous abandonne pas dans ce combat pour la sauvegarde de sa création. Enfin, je voulais vous parler d'Isaïe. Le livre d'Isaïe annonce la venue du Messie et d'une paix universelle auquel toutes les créatures auront part. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Voilà un parallèle évident avec le jardin d'Éden dans la Genèse, où à nouveau les rapports de prédation ont disparu comme symbole de la paix qui règne, et ces créatures ont part à cette paix. C'est d'ailleurs mis encore plus en avant par saint Paul dans la lettre aux Romains. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est donc d'après saint Paul, toute la création qui est appelée au salut, et Dieu a mis dans sa création l'espérance de la résurrection, l'espérance d'échapper à la mort, à la corruption, et d'avoir part à cette liberté, à cette gloire de Dieu. En résumé, je pense que la tradition biblique nous invite à reconnaître que c'est toutes les créatures et toute la création qui est invitée au salut, et que détruire cette création revient à priver Dieu de la louange qui lui est due, ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et il me semble intéressant de noter que la fin ultime des créatures, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. C'est ce qui est rappelé par le pape François dans Laudato Si. Donc, après ce petit passage par des textes bibliques, on va parler à la pensée sociale de l'Église. Ça va être malheureusement assez court. Il y en aura beaucoup plus à dire. Donc, pour introduire très rapidement la pensée sociale de l'Église, c'est une pensée, un corpus de textes qui, pour moi, explique que l'attitude chrétienne va bien au-delà de la charité. L'attitude de Jésus, elle est dérangeante, elle remet en cause. L'attitude de Jésus, ce n'est pas été de distribuer des fonds, mais il a remis en cause des pensées, des modes de pensée qui empêchaient l'épanouissement, qui empêchaient la vie. Donc, dans ce corpus de texte de la pensée sociale de l'Église, l'écologie est entrée avec Jean-Paul II. Et le pape François a fait une encyclique, qui est Laudato Si, que j'ai déjà citée, sur cette notion. Il part d'abord du constat scientifique des faits. Donc, il parle pas mal du déclin de la biodiversité, d'ailleurs, et ce qui est important, puisqu'il faut baser nos réflexions sur du réel. Et que la science est une bonne approche du réel. Ensuite, il y a énormément de choses. Je vais en noter quelques-unes, qui est dans l'appel à une écologie intégrale. Dans cet appel à l'écologie intégrale,
il va dénoncer la culture du déchet, qui est aussi bien dans notre attitude envers les personnes vulnérables, les personnes âgées, que par rapport à la bioéthique, que par rapport à nos modes de consommation. C'est une culture qu'il dénonce. Il dénonce la prégnance du marché, notamment l'idée la prégnance de l'argent et notamment la confiance aveugle qu'on pourrait faire aux lois du marché. Il dénonce les idoles technologiques et technocratiques. L'idole technologique, ça revient à une pensée qui dirait l'humanité s'en est toujours sortie, elle inventera une technologie qui nous sortira d'affaires. Les petits dièses que j'ai mis, c'est le paragraphe de Laudato Si, si vous trouvez, ce sont les références. Donc. Il appelle à la conversion. Dans cette conversion, il y a la sobriété. Et il appelle assez explicitement à la décroissance économique pour une partie de l'humanité, la plus riche, donc en particulier l'Europe, l'Amérique du Nord, pour permettre à d'autres parties de l'humanité de croître économiquement pour avoir des conditions des conditions de vie dignes. Il appelle à une alliance entre l'humanité et l'environnement. Et il y a beaucoup d'autres choses que je ne vais pas avoir le temps d'expliciter. Pour moi, il est important de souligner que pour un chrétien, on ne se convertit pas à l'écologie. On se convertit toujours au Christ et ça a des conséquences écologiques. Parce que ça change notre attitude. Alors, il y a une phrase qui est devenue très célèbre, qui est utilisée dans cette encyclique, c'est « tout est lié ». Cette phrase « tout est lié », elle est très bien explicitée, elle a très bien été explicitée par Alexandre dans l'étude de la biodiversité. Mais il y a une dépendance sur laquelle le pape insiste particulièrement, c'est le lien entre la justice sociale et la justice environnementale. Pour citer Laudato Si, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale et il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors, il n'y a pas que le pape qui le dit, il y a énormément notamment d'associations et puis des chercheurs, et notamment, ça a été illustré par le modèle HANDY pour Human and Nature Dynamics, et qui est une simulation numérique d'une civilisation soumise à des contraintes biophysiques, comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui se renouvellent lentement, qui certaines ne se renouvellent pas. Et ils ont utilisé 2 paramètres, le niveau de consommation et les inégalités ou l'égalité dans la répartition des richesses. Donc, j'ai résumé sur ce petit graphe en bas les options qui s'offrent. Donc, ce qu'on peut voir en haut, c'est lorsqu'il y a une consommation forte, une consommation qui est plus grande que les limites biophysiques et ne permet pas aux ressources de se renouveler. Et là, on a effondrement des civilisations simulées par épuisement des ressources. De gauche à droite, on a égalité, inégalité. En bas à droite, on a le cas d'une société qui serait très inégalitaire et tellement inégalitaire que certaines personnes pourraient avoir un mode de vie très riche, mais beaucoup auraient un mode de vie très très pauvre parce qu'il ne faut pas dépasser ces limites biophysiques. Et ils obtenaient des effondrements également des civilisations par épuisement des populations. Et ils arrivaient à stabiliser le système qu'en mettant comme paramètre pas mal d'égalité et une consommation faible. Voilà, c'était une petite illustration qui permettait aussi d'introduire la notion d'effondrement. Donc, effondrement pour pour la partie C. Voilà, la troisième partie pour comment se positionner. Donc, pour parler d'effondrement, j'aime bien parler du rapport du Club de Rome, le rapport Meadow. Ils ont publié un livre qui sont les limites à la croissance. Le principe, c'est que c'est une simulation qui a été faite dans les années 70 où ils ont simulé en fonction des ressources l'évolution d'une société avec le stock de ressources non renouvelables, la nourriture par habitant, les services et la production industrielle, donc les trois
partie de l'économie, la pollution, les populations. Et ils ont essayé de faire, voir comment le monde évoluait avec ça. Et là, vous avez le graphique du business as usual. Donc, il y avait, sans mettre en place de développement durable, sans essayer de ne pas augmenter trop la démographie, etc. Dans les années 2000, il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre les données actuelles pour la période 1970-2000. Ce sont les traits pleins que vous voyez. Donc, on a plus ou moins été dans le scénario business as usual. La conclusion qu'ils en ont tirée, c'était qu'à moins que dès les années 70, avoir énormément de politiques pour le développement durable, pour le contrôle de la démographie, etc., ils n'arrivaient pas à stabiliser le système. Bien sûr, ça ne sert à rien d'aller se poser la question sur le graphique quand est-ce qu'a lieu l'effondrement des populations, parce que ce n'est pas du tout le but de ces simulations, parce que ces simulations ne prennent pas en compte tout. Par exemple, elles ne prennent pas en compte le réchauffement climatique, elles ne prennent pas en compte non plus les événements qui pourraient arriver, tels qu'une épidémie, telle qu'on la vit. Et ils ne prennent pas en compte non plus le fait qu'il peut y avoir des technologies assez révolutionnaires qui puissent être inventées. Bon, néanmoins, pour l'instant, on suit à peu près le scénario business as usual. Ce qu'on peut conclure pour moi de ce genre d'études, c'est que le monde tel que nous le connaissons n'est pas viable, même à moyen terme, et que on doit en prendre conscience et ça doit provoquer des chocs. Ces chocs qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant, de construire quelque chose de viable. Cependant, il est très difficile de savoir quoi en faire pour ne pas céder à de nombreuses choses qui vont ne pas la réaliser. J'ai essayé de lister, du coup, des attitudes qu'on essaye d'éviter, et ce n'est pas toujours facile. Notamment la première qui serait de perdre l'espérance. Devant l'idée que le monde tel que nous le connaissons n'est pas viable, on peut se dire à quoi bon agir. C'est ce qui est beaucoup reproché, peut-être à tort, aux gens qui étudient ce genre les risques systémiques. Il y a une attitude à éviter qui est de faire confiance aux idoles. Se dire la technologie nous sauvera, le marché nous sauvera, ou alors l'humanité s'en est toujours sortie. C'est des mantras qui n'ont pas qui, je pense, ne peuvent pas nous aider. Il y a une attitude qui est la négligence coupable. De toute façon, on profite et on verra bien. Et puis, il y a une attitude qui est beaucoup plus subtile qui consiste à rejeter systématiquement les nouveaux récits. C'est-à-dire qu'on peut avoir conscience des limites et vouloir faire quelque chose, mais rejeter systématiquement tout ce qui pourrait apparaître comme une solution parce que ça ne rentre pas dans nos récits. Un exemple très concret, c'est le récit de la croissance. Aujourd'hui, on a nos économies et nos façons de travailler, etc., qui sont basées sur la croissance. On n'arrive pas à faire des scénarios qui nous permettent de diminuer notamment le réchauffement, les émissions, et en même temps de continuer à augmenter la croissance. Donc, on va chercher tout un tas de solutions qui ne fonctionnent pas parce qu'on ne veut pas intégrer des nouveaux récits et abandonner ce qui ne fonctionne pas. Une fois qu'on a réfléchi aux attitudes à éviter, on se dit quand même que nous, on veut se bouger, qu'on a une certaine espérance. Et puis dans Laudato Si, on nous appelle en nous disant que nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Moi, ça me booste, mais maintenant, je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Et on voit bien que essayer de changer soi-même, c'est très compliqué parce que on est intégré dans une société et que essayer d'avoir un bilan carbone neutre, vous voyez que beaucoup de choses qui vous sont proposées, voire imposées par la société, ne sont plus possibles. On veut essayer d'agir, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire et même il y a beaucoup de lois qui s'opposent à être vraiment cohérent pour un agir qui nous dit
qui serait vraiment radical par rapport à ça. Et on voudrait changer la société, mais on voit bien qu'en fait, si on veut un changement suffisamment radical, les gens autour de nous ne sont pas d'accord et pour être honnête, nous non plus n'avons pas réellement envie de changer. Donc ces 3 pôles sont liés. Je vais les décrire. Le premier, pour moi, c'est « je change ». Je change, ça passe par se former, se renseigner, être honnête avec les connaissances. C'est ce que vous faites maintenant, mais bien sûr, c'est très, très, très faible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que je dois apprendre, et chacun d'entre nous. Il y a le fait qu'il faut accepter, je pense qu'il faut accepter d'être atteint. C'est-à-dire que les crises écologiques, c'est très grave. Ça va affecter durablement les conditions de vie, provoquer énormément de souffrance et détruire une bonne partie de ce que l'on pense nous fait vivre. Si on n'accepte pas d'être atteint, probablement, on va s'enfermer dans le déni. Donc, pour moi, il n'est pas anormal de, des fois, accepter d'être triste ou un peu déprimé par ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait changer, c'est aussi tisser des liens pour être capable d'être fort et de vivre quelque chose de positif, alors que des choses autour de nous, nos modes de pensée peuvent parfois s'écrouler. Et enfin, il y a prier, se laisser transformer par Dieu selon ses traditions et ses convictions, ses croyances. Et pour moi, parce que il y a personne qui a plus envie de sauver sa création et de nous rendre heureux dans ce combat-là que Dieu. Lorsqu'on change, on a envie d'agir. Il y a plusieurs manières d'agir. Moi, j'en ai listé 4. Il y a les gens qui veulent être colibris, qui veulent commencer à faire leur part. Par exemple, comme je vous ai montré sur la petite photo à droite, faire un hôtel à insectes pour essayer de préserver la biodiversité dans leur jardin. C'est pas ça qui va changer le monde et qui va changer toutes les structures qui nous empêchent de maintenir des niveaux d'équilibre corrects sur la planète, mais n'empêche que si on commence à faire sa part, si on commence à se mettre en action, on a déjà franchi un pas décisif. Il y a des gens qui vont s'opposer. Par exemple, ils vont bloquer des activités économiques polluantes, ce qu'on voit avec la désobéissance civile en bas à gauche. Il y a des gens qui vont essayer de réformer, qui vont donc se mettre à l'intérieur des structures, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient administratives, pour faire changer les choses. Et c'est très compliqué parce que vu que les récits ne changent pas, on va pouvoir parfois faire des choses à la marge qui vont même parfois justifier une entreprise et en fait, ça ne va rien changer. Ça peut parfois être, vous allez dans quelque chose de très polluant, mais vous rajoutez une activité non polluante, donc ça la rend passable. Mais néanmoins, c'est un très bon chemin d'essayer de réformer. Et il y a ceux qui proposent, donc une attitude prophétique, des gens qui inventent de nouveaux chemins, par exemple en allant vivre dans des ZAD, des zones à défendre, ou en créant des éco-hameaux. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et en agissant, on a espoir de changer la société. Changer la société, c'est inventer de nouveaux récits. On est une société, les récits sont souvent collectifs, c'est des histoires qu'on partage. Il y a l'idée de faire émerger une économie moins productive, mais qui néanmoins nous permettre de répondre à nos besoins de base et à être heureux. Changer la société, c'est aussi inventer une démocratie qui est adaptée au temps long. Parce que les problèmes écologiques se règlent sur des temps longs. Par exemple, si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, ça ne change rien à la trajectoire du climat pendant à peu près 20 ans. Les effets commencent à se faire sentir après. Et donc, il est très compliqué aujourd'hui de dire on va faire quelque chose qui va avoir un effet dans plus de 20 ans. Et c'est peut-être la société qui doit créer des nouveaux réseaux de liens qui soient denses, qui soient peut-être locaux pour permettre de faire une société plus résiliente. Et si la société change, ça va m'aider à changer moi-même. Alors, on va passer bientôt aux discussions en petits groupes, mais avant, il y a les discussions en grands groupes. Et voilà, donc voilà, j'ai fini ma deuxième partie et on peut avoir une petite discussion et des questions en grand groupe, sachant que j'ai dit des choses qui sont assez subjectives, donc il y a forcément, je pense, des objections, etc.
Je reviens sur ta présentation biblique du texte de la Genèse. Ouais. Tu as fait une comparaison effectivement entre enfin ce que Dieu dit, voilà. Et tu as pris la comparaison entre la nature, l'homme, enfin toute la création des oiseaux, des animaux, et la création de l'homme. Et il n'y avait pas de différence majeure entre les deux. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que dans tous les jours de la création, tu as Dieu vit que cela était bon. Et ça revient chaque jour. Sauf au 6e jour où il y a la création de l'homme. Et là, Dieu bénit, bien sûr, comme à chaque fois, mais Dieu vit que cela était très bon. Et tu ne l'as pas mentionné dans la présentation de la Genèse, et c'est au verset, je suis allée voir, parce que ça m'a... je suis allée voir, et c'est au verset 31, je crois, quelque chose comme ça. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semblait que le cela était très bon, il s'appliquait à toute la création, et pas seulement aux humains. Alors peut-être que d'avoir un humain, ça rend des choses très bonnes, mais voilà, je me trompe peut-être. Ah, pour toi, ça s'applique à toute la création, d'accord. Ouais, voilà. D'accord. Il n'est pas interdit de penser qu'en soi, indépendamment de ce qu'ils font, la création des êtres humains, c'est quelque chose de très bon. C'est mon interprétation. Voilà. Et ça m'a un petit peu chiffonné parce qu'effectivement, dans tous les autres jours, c'est Dieu vit que cela était bon. Sauf ce 6e jour où, justement, Dieu bénit les hommes, etc. Et Dieu vit que cela était très bon. Alors, effectivement, ça s'applique aussi à toute la création. Mais pour l'humain, c'est quand même très bon. Voilà. Ouais, 31, c'est « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon ». Donc, ouais, moi, je l'ai interprété comme toute la création, il se retourne avant le repos. Voilà. Bon. D'accord, enfin voilà. Merci pour ta remarque. Oui, Étienne, c'est Jean-Christophe. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que, je ne me souviens plus exactement, mais que l'exigence chrétienne, c'est plus que la charité? Alors, moi, j'ai peut-être utilisé le mot charité avec peut-être qu'il y a un sens fort à charité, mais c'est-à-dire que c'est pas s'arrêter à charité tel que soulager autour de nous et voilà, soulager autour de nous. Il y a un besoin aussi d'interroger les structures qui créent la misère et qui crée le fait que l'homme puisse pas s'épanouir et vivre. Bon, c'est peut-être pas un bon mot, plus que la charité. En tout cas, c'est plus que la générosité, quoi. D'accord. Mais dans la pensée, il dit que la politique est un degré éminent de la charité. Regardez le mot charité, donc c'est plus que la générosité. Désolé. C'est une bonne remarque. Dans la paix, il parle que on mange pas les animaux, mais du coup, tu manges quand même les plantes. Est-ce qu'il parle des plantes? Oui, c'est un symbole. Le fait qu'il n'y ait pas de prédation entre animaux, c'est un symbole de la paix, mais bon, les auteurs de la jeunesse n'ont pas réfléchi que peut-être que les plantes, qu'on pouvait imaginer une paix où on ne mange pas de plantes, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, là c'est pris, le fait qu'il n'y ait pas de prédation, c'est pris, moi je l'interprète comme un symbole de paix dans la création. Ouais, c'est une symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, simplement pour reprendre ce que disait Étienne, il ne faut pas forcément comprendre ça de manière exclusivement littérale. On est en fait, le chapitre 11, c'est celui qui parle, qui est assez connu, il parle de la venue du Messie. Sur lui, il sera l'esprit de conseil, de force, etc. Enfin, c'est le chapitre qui parle de la racine de Jessé. En fait, c'est dans un contexte de venue du Messie, une perspective un peu eschatologique. Donc, en fait, c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, même si ça peut vouloir dire des choses intéressantes sur la forme que pourrait avoir une création dans le monde à venir. On ne sait pas exactement ce que ce serait, mais loin de là. Mais bon, en tout cas, il ne faut pas non plus prendre ça de manière purement littérale, bien sûr.
Philippe dit que dans la création de la jeunesse, il n'est pas question de prédation ni de prédateur. C'est effectivement ce qu'on a voulu souligner, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de prédation. Une décroissance économique d'Olivier. Une décroissance économique à laquelle nous appelle le pape aurait certes un impact fort en faveur de l'environnement, mais n'aurait-il pas un impact social énorme? Effectivement, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable d'imaginer une décroissance qui soit pas qui n'ait pas des conséquences sociales énormes. Et pourtant, il va nous falloir arrêter d'extraire des richesses, c'est-à-dire faire de la croissance. Et donc, tout l'enjeu pour moi est d'arriver à poser la question comment on répond à nos besoins à la fois de base et nos besoins d'épanouissement en créant moins de richesses. Et il y a beaucoup de choses à réimaginer, notamment l'idée de la dette qui crée la création de richesses se fait avec de la dette, donc il faut toujours plus mettre de croissance pour continuer à répondre aux besoins. Mais je pense qu'effectivement, si c'est une décroissance économique et qu'on la subit, ça va être catastrophique. Mais à nous d'essayer d'en faire quelque chose de correct, en tout cas qui aurait des conséquences pas trop dramatiques. J'en profite juste pour rebondir sur cette question. J'ai trouvé intéressant de reprendre les textes de la jeunesse pour illustrer vos propos, mais on pourrait aller plus loin et pourquoi s'arrêter à l'Ancien Testament et se poser la question des sources dans le Nouveau Testament et de ce qu'a dit, des exemples qu'a donné Jésus, et pourquoi est-ce que il n'a pas traité directement de cette question de l'impact de l'homme sur la biodiversité, par exemple, ou les animaux, et pourquoi est-ce que ces conseils et ces remarques, et la façon, vous l'avez très bien souligné, dont il comment est-ce que vous avez dit, l'attitude de Jésus qui est dérangeante, et son attitude, elle est dérangeante sur des points, comme par exemple le partage des richesses, la question de la pauvreté, du rapport à l'autre, à nos frères, et comment ces questions-là entrent pleinement dans cette réflexion sur la décroissance nécessaire, par exemple, ce dont vous avez parlé. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression dans cette introduction sur l'analyse et la lecture de l'écriture que vous vous étiez arrêté, qu'on s'était arrêté un peu à mi-chemin et qu'il nous manquait une dernière partie qui est peut-être plus difficile à lire parce qu'il faut relier ce que Jésus a dit, notamment quand il s'adressait aux riches, et qui est un point de départ qui forcément nous amènera de la même manière que vous avez parlé d'une conversion au Christ qui va amener une conversion écologique, et que cette conversion-là, elle passe par des choses liées en premier peut-être à l'économie. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, si j'ai compris, il manque de partir de l'attitude de Jésus directement pour savoir comment ça nous amène à ça, le partage des richesses ça c'est dit dans le Nouveau Testament, on va parler du partage des richesses, mais on ne va pas parler d'écologie puisque c'est une notion qui n'existait pas, mais qu'on peut aussi relire les textes du Nouveau Testament avec ses connaissances écologiques, ce qu'on n'a pas fait effectivement, ça serait intéressant de le faire. J'ai bien compris? Oui, c'est ça. Okay. J'étais aussi intéressée par cette question, c'est-à-dire j'ai eu l'impression de rester un peu sur ma faim en me disant, si on s'arrête à l'Ancien Testament, est-ce que, pourtant, il n'y a pas de raison que ce soit un sujet que Jésus ait laissé de côté, mais peut-être qu'il ne l'a pas laissé de côté parce qu'il l'a attaqué par un bout auquel on ne pense pas en premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, une réponse là-dessus? Bernard, je ne sais pas si Jésus a forcément une réponse à toutes les questions. Elle n'existait pas comme telle à son époque. C'est à partir de son attitude, comme tu l'as dit, qu'on peut ensuite inventer des solutions à des questions nouvelles. Je ne pense pas que Jésus ait pensé et imaginé tout ce qu'on est en train de discuter.
Voilà, c'est un petit peu comme ça que je réagirais. Mais par contre, son esprit et son attitude peuvent inspirer que l'on peut inventer comme solution aujourd'hui pour résoudre une telle question. Oui, et à ce sujet, j'ai aussi une idée qui m'est venue. En fait, à partir de l'évangile et de l'attitude de Jésus, justement, en fait, on peut aussi réfléchir avec l'interprétation qu'en ont fait des communautés religieuses comme les bénédictins ou les franciscains, qui ont un rapport finalement assez particulier à la création. En ce qui concerne les franciscains, par exemple, bon, il y a toute une attitude de gratitude, et en fait, ça, c'est relié un petit peu à l'attitude du pauvre, de l'esprit de pauvreté dont parle Jésus. Donc, je pense que on peut aussi répondre à cette question au travers de ce que certaines communautés ont pu comprendre de cette attitude de Jésus et des conséquences que ça a eu ensuite sur le rapport qu'ils ont eu à la création. Voilà, c'est assez clair, assez explicite pour les franciscains, mais je pense que ça concerne aussi les bénédictins, puisque ce qui est important aussi dans la tradition bénédictine, c'est toute la question de gérer ce qu'on possède, la gestion des biens. Quel est le juste rapport qu'on a au fait d'avoir des choses. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui vient de moi, mais j'y ai pensé parce que j'ai assisté à une conférence où Fabrice Sadjadj intervenait et il parlait notamment des bénédictins comme source d'inspiration. Voilà. Merci. Bon. Je pense qu'on va pouvoir conclure la partie conférence. Voilà. Donc, et ceux qui veulent ensuite vont pouvoir rester pour la partie réflexion sur des points. Donc, déjà, merci beaucoup d'avoir tous été présents. J'étais vachement très content. Merci à toi, Étienne. Merci Alexandre aussi.